Nous sommes le lundi 20 décembre. La mobilisation de fin de semaine a été superbe, mais malheureusement loin d'être suffisante. Il nous manque encore plusieurs mois de budget pour mener la mère des batailles en 2022. Les enjeux, ils sont énormes. TV Liberté est la chaîne du télévisuellement incorrect. On ne joue pas alternatif. On vit avec un esprit alternatif. Comprenez-moi bien. Dénoncer le politiquement correct n'est pas un jeu ou une rente ou une démarche mercantile pour gagner des parts de marché. C'est mettre toutes ses tripes pour lutter pied à pied contre les menaces et les intimidations, contre cette société de surveillance mise en place avec la crise sanitaire. Tout cela n'est pas un jeu où l'on fait semblant. Notre volonté, c'est par notre audience et notre influence libérer les Français des chaînes qui les emprisonnent. Notre volonté, c'est de faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. Alors aidez-nous vraiment à cela en faisant un don maintenant. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous. Pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Lise Blanchard. Bonjour madame. Alors, bonjour Floriane Janin. Vous venez pour votre livre Syrie, les femmes parlent, qui est aux éditions Investigation. Anne-Lise Blanchard, on pourrait dire que vous êtes une aventurière de l'humanitaire notamment, puisque vous avez sillonné le Proche-Orient. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que vous avez rédigé ce livre qui est un recueil d'entretiens où vous donnez réellement la parole aux femmes en Syrie. Aux femmes, je le dis, mais il y a également des témoignages d'hommes, des artistes surtout, qui veulent par leur art reconstruire les esprits qui ont été sérieusement abîmés par la guerre. Anne-Lise Blanchard d'ailleurs, d'abord, pourquoi ce livre, pourquoi choisir les femmes ? Tout simplement parce que dans toutes les guerres, les femmes prennent le relais des hommes qui sont soit au front, soit tombés, soit partis en Occident. Et notamment les jeunes gens qui ont voulu échapper au service militaire. Donc les femmes retroussent leurs manches et on les retrouve à la tête d'entreprises ou d'exploitations agricoles, bien sûr dans les métiers de l'artisanat. Actuellement, pour la reconstruction, par exemple, du vieil Alep, lorsque j'avais assisté au colloque sur la reconstruction l'été 2017, si mes souvenirs sont bons, on savait déjà qu'il allait manquer des artisans, de tailleurs de pierre ou en ferronnerie, etc. Donc, tout de suite, on a pensé, il faudra former des femmes. Et effectivement, maintenant, il y a des femmes dans ce type de métier. Alors votre recueil donne effectivement une place particulière aux femmes parce que la guerre leur confère cette place et la guerre fait aussi beaucoup souffrir ces femmes. Mais malgré tout, on voit qu'elles se relèvent, qu'elles relèvent également le pays avec elles. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette résilience et à la fois cette humilité de ces femmes dont vous recueillez la parole ? Cette humilité, oui, tout simplement parce que elles ont souffert certainement, et puis qu'il n'y a pas d'autre choix, et qu'elles tiennent à ce que la Syrie demeure, survive. Et il faut compter sur les forces vives. Donc il reste les femmes et les jeunes générations, les étudiants, les enfants. Et bon, leur tâche, la tâche des femmes, même en dehors des guerres, c'est toujours d'éduquer, de soigner, de rassurer, de nourrir. Bon, c'est démultiplié en période de guerre et même après, puisque là, la vie est devenue beaucoup plus difficile. Pour 5000 livres syriennes, 6000 même, on a $1.
Alors qu'au début, en 2011, pour $1, il fallait 50 livres syriennes. Vous voyez le décalage. Donc, c'est une sacrée inflation. C'est très difficile et il n'est pas rare que de rencontrer des gens, et notamment les femmes. Les femmes sont très courageuses, qui occupent 3 emplois dans la journée. On avait connu cette situation en Europe orientale, après la chute du mur. Voilà. Donc voilà, cette humilité, c'est la nécessité, c'est le devoir de protéger les siens, d'assurer la survie de la famille. Alors, chez ces femmes que vous interrogez, certaines ont payé le prix fort de la guerre, elles ont payé le prix du sang, certaines y ont laissé un fils, un mari. Qu'est-ce qui leur permet de continuer ? Pour toutes celles qu'il m'a été donné d'interroger, il y a quand même la foi, quelle que soit leur confession. Il se trouve que soit elles étaient chrétiennes, soit musulmanes. Et donc, elles ont puisé beaucoup dans leur ferveur religieuse. Et puis, le sentiment d'appartenir à une grande nation qui avait une belle histoire. Elles sont toutes conscientes de devoir transmettre un héritage plurimillénaire, que c'est la terre du christianisme, où est né le christianisme, même les musulmans en sont conscients. Et donc je pense que c'est cette conscience de leur identité, de leur héritage, leur permet de rester debout. En tout cas, jusqu'à mon dernier séjour en juin 2021, il y avait encore cette dynamique, bien qu'affaiblie, parce que les temps sont extrêmement difficiles. Il y a pénurie de tout, évidemment. Est-ce que ce sont des guerrières, selon vous, ou plutôt des résistantes, pardon ? Il est difficile de répondre à cette question. Résister, c'est déjà être guerrier dans l'âme. Donc, non, elle résiste et surtout, elles ont conscience que la Syrie doit rester, doit demeurer, c'est très simple. Tous m'ont parlé du sort qui a été fait à l'Irak ou celui qui a été fait à la Libye. Bon. Oui, elle ne souhaitait pas la démocratie de l'après. Voilà. Donc, aucun Syrien, pas seulement les femmes, mais aucun Syrien ne souhaite subir le sort qu'ont subi les Irakiens ou les Libyens. Donc, pour les femmes, ça jouait très fort. Et justement, elles se désolent notamment de voir la progression, par exemple, du voile chez les jeunes femmes. Bon, cela dit... il doit y en avoir pas mal par effet de mode, par coquetterie. Enfin bon, c'est à nuancer. C'est à nuancer. Vous disiez qu'il manquait beaucoup de choses en Syrie. Or, il y a un embargo qui a été voté par les États-Unis contre la Syrie. Quel poids cela a aujourd'hui sur le pays ? Eh bien, ça ralentit la construction, ça démoralise les gens, puisque de toute façon, l'embargo, donc qui interdit toutes les transactions financières en dollars, eh bien, pèse sur le peuple, sur la population. Et donc, je vous citais le cours de la livre syrienne. Il y a des queues pas possibles devant les stations d'essence. Encore qu'en juin 2021, il a été mis en place une alerte par SMS pour délivrer un tour de rôle une rotation dans l'approvisionnement en essence. Et ça se fait par quartier, ils ont droit à je ne sais plus à combien de litres d'essence, 20 litres d'essence par semaine. D'accord, on peut comparer ça au ticket de rationnement. Exactement, exactement. Pendant la guerre. Maintenant, ils n'ont plus que 2 à 3 heures d'électricité par jour, alors que pendant la guerre, c'était 3 à 4 coupures d'électricité seulement, et il y avait... Bon, c'était difficile.
Or là, il n'y a plus d'électricité parce que l'électricité est fournie par les centrales thermiques. Les centrales thermiques sont approvisionnées par les champs gaziers et pétroliers qui sont aux mains des Américains. Alors qu'auparavant, la Syrie vendait de l'électricité. Exactement. Alors, dans les témoignages que vous recueillez également, on voit qu'il y a quand même une forte animosité envers les ONG qui ont pu se rendre sur place. Exactement. Quelle est votre vision, vous, finalement, sur la question ? Je n'ai pas de vision particulière pour la bonne raison que je n'ai pas rencontré moi-même les ONG dont on me parle. Je sais que pour avoir côtoyé, donc avoir fait un bout de chemin pendant plusieurs années avec SOS Chrétiens d'Orient, oui, bien sûr, vous pouvez parler de cette association. Les volontaires sont très appréciés parce que justement, ils partagent la vie des Syriens ou des Irakiens ou des Libanais, enfin dans tous les pays où SOS Chrétiens d'Orient est présent. Hein. Nous sommes présents aussi en Égypte, en Arménie, au Pakistan, mais il n'y a pas de volontaires au Pakistan. Donc les gens apprécient cette présence au quotidien, ce dévouement, cette écoute, cette fraternité et le fait aussi que nos volontaires s'engagent vraiment dans la scolarité, dans les soins aux enfants. Enfin, ils sont sur place. C'est pas faire la charité comme ça. Parce qu'il y a même quasiment cette expression du tourisme humanitaire exactement, en fait, qui est employée exactement. Dans votre livre. Ce que j'ai entendu souvent, c'est on les voit passer en 4x4, tous les fanions au vent et puis venir s'arrêter dans un camp de déplacés juste pour serrer quelques mains et faire des photos. Et après, on ne voit pas la couleur de quoi que ce soit. C'est un peu une image... c'est quelque chose que j'avais déjà entendu en Irak. Déjà entendu en Irak. C'est quelque chose de pas très nouveau, finalement. Oui. Dans les témoignages d'hommes que vous rapportez, alors ce sont des artistes, tous. Est-ce que vous pensez que la beauté, l'art, finalement, pourra sauver et guérir la Syrie ? Intimement, je le pense, que peut guérir n'importe quelle personne, mais les Syriens sont persuadés de cela et c'est ce que, pour les artistes, c'est ce qui les a motivés à rester sur place. Et il a été créé très tôt des programmes pour les enfants déplacés. Dès 2012-2013 pour essayer de ranimer, apporter un soin, pour eux, c'est un facteur d'éducation, mais aussi d'élévation spirituelle. Et ça revient dans tous les propos, y compris dans le propos des mères, des femmes que j'ai interrogées, qui ne sont pas artistes. Hein. Pour elles, l'éducation doit passer par l'éducation artistique. Et pourquoi ? Parce que c'est une exigence et que transmettre la beauté, c'est un chemin vers la vérité. Il y a cette phrase dans votre livre, on doit résister au bombardement, on doit répondre par l'art. C'est Elie Kadjmin, qui est un metteur en scène et réalisateur, qui tient ce propos. D'ailleurs, effectivement, donc, il y a de nombreux musiciens qui s'engagent, vous venez de le dire, auprès des enfants. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de rééduquer l'œil et les oreilles ? Oui, essentiellement auprès des enfants, bien sûr, parce qu'ils ont vécu de telles horreurs. J'en parle pas mal dans un livre écrit en 2017, « Le soleil s'est réfugié dans les cailloux ». Et au fur et à mesure, donc c'était le cœur de la guerre. Et soit quand j'étais en Syrie, soit depuis la France, où j'entendais ce qui se passait, les nouvelles m'arrivaient directement. Les enfants qui partaient pour l'école et les parents ne savaient pas s'ils allaient voir leur enfant revenir. Enfin, je parle d'Alep, où SOS Chrétiens d'Orient avait envoyé des volontaires dans la vallée des chrétiens pour accueillir les enfants pendant plusieurs années, pour accueillir pendant l'été les enfants d'Alep. Et donc, j'ai entendu les petits-enfants d'Alep me raconter, me dire... à la fin du camp, un qui me disait « Je retourne dans l'enfer ».
Voilà. Bon, c'est poignant. Donc il faut les sortir de là. Ils ont et effectivement les maires, les artistes, mais aussi le gouvernement. Hein, tout le monde les associations, tout le monde est conscient qu'il faut mettre en place des programmes d'aide psychologique. Bien sûr, il y a de gros traumatismes à soigner. Ces femmes, ces mères qui ont fait le choix de rester, de s'enraciner, même dans un pays qui est malade de la guerre, ont tout fait pour continuer. Quelle comparaison est-ce que vous pourriez faire entre ce choix et le choix d'immigrer, de partir, de fuir la guerre, que beaucoup d'hommes ont fait? Comment le voir? Il y a beaucoup une fuite des cerveaux, d'ailleurs, qui est dénoncée dans les témoignages des jeunes qui partent faire leurs études. Oui. Alors, il y a eu deux choses. Hein. Il y a eu les jeunes qui fuyaient le service militaire. D'ailleurs, plusieurs personnes l'évoquent, ce problème. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, ils ont été beaucoup. Soit partir clandestinement, soit... payer 8 000 euros, voilà, en monnaie locale, et ne rentrer que le délai passé, quand il y a prescription. Et on peut le comprendre, que même des parents aient encouragé les enfants à partir quand il n'y a qu'un fils ou qu'ils ont déjà perdu plusieurs fils et qu'il en reste un. Oui, j'ai rencontré des cas semblables, mais les parents, eux, restent ou reviennent. Hein, en 2019, 2020, il y avait des centaines de milliers de retours de la part des générations qui avaient des enfants étudiants, les enfants poursuivant leurs études à l'étranger et peut-être s'installant par la suite. Mais est-ce toujours vrai, là, maintenant, à la veille de 2022, avec la dureté de l'embargo? Je ne sais pas. Je crains que l'exil ait repris de plus belle. Lorsque j'étais au mois de juin, les jeunes disaient effectivement « je veux partir, je veux quitter ce pays ». Est-ce que ce serait un message d'espoir, quelque part, toutes ces jeunes qui pourraient revenir en Syrie et reprendre leur métier, reprendre leurs études sur place? D'ailleurs, est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de continuer ces études en Syrie? C'est possible. Les universités n'ont jamais fermé. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre. Hein. Dans le livre précédent, Carnet de route de l'Oronte à l'Euphrate, j'évoque l'université d'Alep où étudiants et professeurs dormaient sur place. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux sous les bombardements. Et le matin, ils allaient donner leur sang les étudiants donnaient leur sang pour les hôpitaux d'Alep. Oui, c'est possible et il y a besoin de forces vives. Donc, bien sûr, les Syriens appellent les jeunes gens à revenir au terme de leurs études. Tout est possible et tout est à reconstruire. Tous les métiers sont ouverts, y compris les métiers artistiques, ou artisanaux. Artisanaux, bien sûr. Mais bon, là, je voulais évoquer l'opéra qui n'a jamais fermé, enfin qui a toujours poursuivi sa programmation et qui est l'édifice public, je crois, syrien qui a reçu le plus de bombes pendant la guerre. Et ils ont essayé de suspendre les concerts et ils ont eu les appels de la population, des appels désespérés. Mais c'est notre oxygène, c'est ce qui nous permet de vivre. Et bon, donc ils ont repris. Et n'oublions pas que c'est un pays socialiste, donc qui fait beaucoup pour la culture. La culture, ça fait partie intégrante de l'éducation. Anne-Lise Blanchard, pendant la guerre, il y a eu une forte cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore? Et quel avenir vous voyez entre les chrétiens et les musulmans en Syrie? Pour le moment, ça existe encore. Est-ce que ça perdurera? Je ne sais pas. Est-ce que c'était grâce aux femmes d'abord? Est-ce que l'embargo, voilà, tout dépend de si l'embargo se poursuit et pour combien de temps. Certainement, enfin, pas seulement les femmes, il y a toutes les congrégations religieuses. Bon.
notamment chrétiennes, hein, d'après même le témoignage des musulmans, des musulmanes, qui ont mis en œuvre tout de suite des chaînes d'entraide, des soupes populaires, qui ont mis en place des cours pour les enfants, des patronages, des soins pour tous. Et donc, je crois, Zoubeida, dès le premier chapitre, évoque justement l'exemplarité des chrétiens, des œuvres, on va dire, mises en place par les chrétiens pendant cette guerre et qui ont impressionné fortement les autres, leurs concitoyens, puisque ne faisant pas de distinction entre chrétiens, musulmans, etc. Et cette exemplarité a été en quelque sorte une évangélisation, d'après les témoignages que j'ai recueillis venant des uns et des autres, quelle que soit leur confession. La main des chrétiens restera en tout cas, je le pense, tendue. Merci beaucoup Anne-Lise Blanchard d'être venue rapporter ces témoignages sur le plateau de TV Liberté. On rappelle votre ouvrage Syrie, les femmes parlent. C'est aux éditions Investigation. Il est disponible sur la boutique de TV Liberté. Vous pouvez vous le procurer. Je vous rappelle, hein, bien sûr, comme toujours, de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour la remonter dans les algorithmes. Vous pouvez également la partager à toutes vos connaissances. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne de TV Liberté pour ne rien manquer de nos contenus. Quant à nous, on se dit à très vite sur TV Liberté.